à Catherine Cusset. Catherine, j'ai été très courte tout à l'heure, donc je reprends un peu. Donc vous êtes, normalienne, vous êtes romancière, vous avez vécu aux États-Unis pendant 30 ans à peu près, 32 ans, à Prague, à Londres, et maintenant vous êtes de retour en France. Vous avez eu le prix des lectrices de Elle avec Le problème avec Jeanne et le Goncourt des lycéens avec Un brillant avenir. Et vous êtes aussi, et ça c'est tout à fait remarquable, je crois, une lectrice passionnée. Là, vous êtes avec nous pour Mon Proust, donc le vôtre. Vous nous lisez une petite partie de votre livre. Proust nous dit qu'en amour, nous sommes notre propre ennemi. Le seul obstacle entre l'objet de notre amour et nous, c'est notre amour. Nous le savons, nous qui sommes là à nous torturer et à nous demander si nous devrions ou non envoyer ce message après avoir passé des heures à le composer. Il nous paraît suffisamment inoffensif, courtois, aimable, presque neutre et indifférent, propre à ne pas trahir le degré extrême de notre attente. Et après avoir longtemps raisonné et rusé avec nous-mêmes, nous nous décidons finalement à appuyer sur la touche « Envoi ». À l'instant, nous nous rendons compte de notre erreur. Trop tard, on ne peut plus effacer le message parti, récupérer la lettre tombée dans la boîte aux lettres. Pourquoi faisons-nous cela ? Parce que, nous dit Proust, l'univers psychopathologique est construit de façon désastreuse et que l'acte maladroit, l'acte qu'il faudrait avant tout éviter, est justement l'acte calmant qui nous débarrasse momentanément de la douleur intolérable que le refus a fait naître en nous. De sorte que quand la douleur est trop forte, nous nous précipitons dans la maladresse qui consiste à écrire, à faire prier par quelqu'un, à aller voir, à prouver qu'on ne peut se passer de celle qu'on aime. Ce remède à l'intolérable souffrance, malheureusement, non seulement n'est que momentané, mais surtout aboutit à accroître la souffrance. Écrire ou appeler, même en taisant l'intensité de sa douleur et de sa jalousie, c'est encore manifester son désir, prouver qu'on ne peut pas se passer de l'autre et s'exposer à son rejet. Ce que ne cesse de faire Swann avec Odette, sans que sa lucidité lui serve à rien. Au fur et à mesure que grandissait la souffrance, j'ouvre les guillemets, grandissait en même temps le prix du calmant, du contrepoison que seule cette femme possédait. Le seul antidote est le poison lui-même. Pour apaiser la souffrance, nous nous précipitons vers ce qui fait souffrir. 10 ans après ma première lecture de Proust, j'ai essayé de défaire par des mots l'effet d'un appel téléphonique qui prouvait que mon amour perdurait en dépit du rejet. Donc j'ouvre les guillemets. « Je t'appelle parce que je suis faible, ai-je dit à l'homme que j'aimais passionnément, qui m'avait abandonnée et pour qui j'avais versé toutes les larmes de mon corps. La nuit, quand je n'arrive pas à dormir et que je vois le téléphone, il m'est trop difficile de ne pas composer ton numéro que je connais par cœur. Mais sache qu'en dépit de cette faiblesse qui me fait t'appeler, je te méprise pour ta lâcheté. » L'homme, qui deviendrait 1 an et demi plus tard mon époux, avait ri jaune. Si notre désir est l'obstacle entre l'objet de notre désir et nous, cet obstacle ne tombe que lorsque l'amour n'est plus. J'ouvre les guillemets. Tout ce que Gilberte m'eût refusé autrefois, elle me l'accordait aisément, sans doute parce que je ne le désirais plus. Elle était toujours prête à venir à moi, jamais pressée de me quitter. C'est que l'obstacle avait disparu, mon amour. Seule la vraie indifférence
permet d'obtenir ce qu'on voulait, mais au moment où on ne le veut plus. Il faut vouloir pour avoir? Non, il faut ne plus vouloir pour avoir. Rien ne sert de prétendre ne pas vouloir. Le désir transparaît malgré soi. Il n'y a pas de stratégie possible en amour. Alors cette phrase, il ne faut plus vouloir pour avoir. Catherine, vous nous en dites un peu plus sur cette façon de ne pas souffrir en amour? Déjà, je pense que c'est vrai, pas seulement en amour, mais dans tous les domaines, et qu'on en a tous fait l'expérience. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vrai. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est vrai que vraiment dans tous les domaines, que ce soit la littérature, l'amour ou quoi que ce soit, je sens la nécessité de ne plus vouloir. Je sens que le vouloir est un obstacle. Il faut arriver à une sorte d'ascétisme, d'indifférence. Et quand les choses ne m'arrivent pas et que je suis déçue, je dis évidemment, elles ne m'arrivent pas, puisque je les voulais. Voilà. J'ai la réponse. Donc c'est une stratégie. Qu'est-ce qui est une stratégie qu'est-ce qui est une stratégie? Ne plus vouloir, c'est pas ça. Mais on ne peut pas choisir de ne plus vouloir. Malheureusement, c'est impossible. Il est un fait qu'il y a un moment où on cesse de désirer quelque chose, où on cesse de le vouloir. Parce qu'on est passé ailleurs dans sa vie, parce qu'on a cessé d'aimer un homme, parce que finalement, des choses plus graves sont arrivées et que vous avez cessé d'avoir une ambition pour quelque chose. Vous vous en moquez et hop, ça vous arrive. Ça tombe dans votre giron quand vous ne vous en souciez plus. Voilà, c'est... Mais alors là, vous n'aimez plus. Comment? Là, à ce moment-là, vous n'aimez plus. Oui, donc, enfin, vous savez bien, si vous me permettez de lire un petit passage en plus, parce que... Donc, je dois d'abord expliquer que ce livre, c'est un livre très personnel, comme vous l'avez compris, sur Proust, où j'explique l'impression que Proust a laissée en moi. Je ne sais pas si on reviendra à ce mot d'impression, et on reviendra sûrement à la question de la traduction, et à 3 âges de ma vie. Donc, je l'ai lu à 15 ans, à 20 ans et à 50 ans. Et à 15 ans, je l'ai lu comme un grand roman d'amour qui me disait la façon dont moi je vivais l'amour entre mes 14 et mes 18 ans, comme quelque chose d'impossible. L'amour, c'était impossible et c'était une torture. Donc Proust ne cessait de me dire ça, et donc vraiment, je me suis reconnue dans chaque phrase de Proust. Et Proust ne cesse de parler d'amour. Tous ces personnages sont amoureux. Son narrateur, Marcel, est amoureux enfant de Gilberte, et ensuite il est amoureux d'Albertine. Swann est amoureux d'Odette. Saint-Loup est amoureux de Rachel, et le baron de Charlus est amoureux du violoniste Morel. Donc il y a une histoire d'amour après l'autre chez Proust. Et puis à 20 ans, je l'ai lu tout à fait différemment. Je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas juste de nous et de nos sentiments intimes, mais qu'il parlait de nous dans la société, ce qui était très très différent, de nous comme être social et même comme animal social, ce qui est encore différent, et qu'il était extrêmement drôle et qu'il se moquait énormément de l'être humain et de lui-même. Et puis, à 50 ans, je l'ai lu pour d'autres raisons, parce que j'écrivais un livre et je l'ai lu pour écrire ce livre, qui était l'autre qu'on adorait, et je l'ai lu comme l'écrivain de l'écriture. On dit en général que Proust est l'écrivain de la vocation, mais je l'ai lu aussi comme l'écrivain du doute, et comme un écrivain qui aidait énormément les écrivains. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur il ne faut plus vouloir pour avoir, donc ça c'est quand même cette première partie où vous m'avez demandé de lire un petit passage, c'est ma lecture à 15 ans, donc c'est pas forcément celle que j'ai gardée plus tard. Et d'ailleurs, je dis à un moment, donc à la fin de cette partie, en amour, avec le temps, je me suis éloignée de Proust. À 18 ans peut-être, en Bretagne, quand je suis allée chercher dans son berceau le bébé de ma sœur pour lui donner son biberon après sa sieste. Un filet de vomi a coulé de sa bouche, sa tête est tombée sur son épaule. Il ne s'est pas réveillé. J'ai hurlé le nom de ma sœur, incapable d'imaginer qu'un bébé de 4 mois dont les pleurs avant de s'endormir 2 heures plus tôt résonnaient encore dans ma tête pouvait mourir. Je suis rentrée à Paris où depuis 1 an et demi j'étais folle d'un amour platonique pour un camarade d'études, le fils du grand philosophe, dont j'ignorais le nom avant d'entrer en Hippocagne, ce nom que je cherchais depuis toutes les occasions de prononcer, comme Marcel, celui de Swann. L'enfant de ma sœur est mort, et j'ai senti une honte infinie pour ma douleur fantôme,
après avoir été témoin de celle réelle de ma sœur de 22 ans, qui ne pleurait même pas, mais se touchait le ventre et disait « j'ai mal, j'ai mal ». Quand les bébés de 4 mois mouraient dans ce monde, comment pouvait-on se languir d'un amour passionné et non réciproque? Donc vous voyez, finalement, il faut ne plus vouloir pour avoir. Je suis arrivée ailleurs, en amour en tout cas. Justement, ce que vous lisez, qui est dramatique, cet épisode dramatique, mais il y a aussi ce que C'était pour faire la transition. Oui. Avec ce que vous dites aussi sur justement la souffrance de la perte. Et que quand Proust, qui adore sa grand-mère, perd sa grand-mère, mais en même temps, il est très amoureux de quelqu'un, et qu'il veut retrouver cette personne, et que du coup, quand on lui annonce la mort de sa grand-mère, ça ne compte plus. Non, alors attention, il ne faut pas le confondre avec le duc de Guermantes, hein, à qui on vient annoncer la mort de son cousin, et il doit aller à une fête, et on lui dit il est mort, il dit « Oh mais non, les médecins se trompent tout le temps, il ira très bien demain. » Voilà. Et il va donc à la fête. Notre narrateur, Marcel, il n'en est pas à ce point-là quand même. Il imagine, sa grand-mère a eu une attaque. Et il y a la possibilité qu'elle meure. On ne lui annonce pas, ce n'est pas le moment où on lui annonce la mort, mais il y a cette possibilité, et il pense que si elle meurt, mais il ne pourra pas aller aux Champs-Élysées retrouver Gilberte. Et donc pour lui, c'est une catastrophe, qu'il est amoureux de Gilberte. Et il y a cette phrase extraordinaire, comme partout chez Proust, hein, ces petites phrases qui sont là au cœur d'une phrase de 10 lignes, entre 2 tirets, entre 2 parenthèses. On n'aime plus personne dès qu'on aime. Vous vous rendez compte de cette concision extraordinaire? On n'aime plus personne dès qu'on aime. Or, on sait qu'il a un amour fou pour sa grand-mère, hein, sur lequel il a transposé d'ailleurs l'amour de sa mère, l'amour réel de Marcel Proust pour sa mère. Et donc le personnage de la grand-mère est un très beau personnage de la recherche. Il décrit cet amour avec une délicatesse infinie. Et en même temps, il y a chez Proust une telle honnêteté, une telle intelligence de la psyché, de l'âme humaine, qui n'hésite pas à aller au bout de ces pensées et ces sentiments qui nous habitent et qui sont quand même parfois extrêmement vilains, on pourrait dire, et qui est cette pensée qu'il a traversée, aïe aïe aïe, pourvu qu'elle ne meure pas, hein, parce que moi je veux retrouver Gilberte. Voilà. Et donc c'est plus du tout la pensée, il n'a plus la pensée de la perte, il ne pense pas à sa grand-mère, il ne pense pas à la perte de sa grand-mère. En cet instant, il pense uniquement à son désir à lui d'aller jouer avec cette petite fille. Enfin, à l'époque, il doit avoir... on ne sait jamais l'âge du narrateur, mais comme il la retrouve pour jouer aux Champs-Élysées, on peut supposer une douzaine d'années. Je pense à une très belle phrase que vous avez écrite dans le texte pour le livre du colloque, où vous montrez finalement que l'art de transmission de l'écrivain, c'est en réalité de dire le plus général pour toucher le plus singulier chez le lecteur. Et, le contraire. Le plus général, de dire le plus singulier. Ah pardon, excusez-moi alors. Et je mets ça en rapport avec Proust, qui me semble être quand même l'auteur de la transmission interdite. Dans sa propre vie, d'abord, en raison de son homosexualité, et de ce jeu qu'on trouve dans la recherche autour du maranisme. À savoir, vous savez, donc, ces juifs qui, sous l'Inquisition, étaient sommés de se convertir, faute de perdre, pour ne pas perdre la vie, mais qui, en réalité, gardaient cachée leur pratique juive. Qu'est-ce que c'est qu'une transmission lorsque on joue précisément ce jeu entre l'individuel et le collectif? Comment finalement un écrivain arrive-t-il à transmettre ce qui lui est le plus singulier d'une certaine façon pour un public qu'il rencontrera peut-être dans son livre mais qu'il ne connaît pas? Merci, ça va me permettre de revenir à quelque chose que disait Nathalie tout à l'heure sur finalement, tu parlais de transmission volontaire et involontaire, et c'est évidemment que ça va tout de suite rappeler la question de la mémoire chez Proust, mémoire volontaire et involontaire. Et puis je pensais à tout ce que vous avez dit sur la Benjamin et la traduction, hein, le traducteur et traditor, et le traducteur est un traître. Et
je pensais justement à Proust, et je crois que ce n'est pas le cas, en fait, pour Proust. Pour Proust, l'écrivain est un traducteur. Et je me suis permis de prendre mon ordinateur, parce que parfois, je n'aime pas citer Proust de façon comme ça, imprécise. Alors, pardon, je vais voir si je retrouve la phrase que je... Alors oui, donc je partage sa conception d'écriture comme déchiffrement d'un livre intérieur qu'on n'a pas besoin d'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous. Attendez, je regarde où est le mot traducteur. Nous ne sommes nullement libres devant l'œuvre d'art, nous devons, nécessaire et caché, la découvrir. Excusez-moi, je ne retrouve pas la bonne citation où il dit que l'écrivain est un traducteur, mais... ce que je veux dire, ce qui pour moi est à l'origine de la recherche, c'est ce moment où le narrateur proustien décrit ce moment où à 12 ans, enfin à l'adolescence, il se retrouve devant cette vision extrêmement belle du soleil qui descend sur une sorte de cabane et devant un étang et qui se reflète dans cet étang, il y a comme un sourire. Bon, vous voyez, c'est une citation complètement approximative, mais il y a cette vision d'un sourire du soleil. Et c'est tellement beau que l'enfant, le jeune homme, s'exclame, il se met à battre les buissons avec son parapluie, et c'est un moment très connu de la recherche, il s'exclame « Zut, 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 zut !» Et c'est sa seule façon d'exprimer à ce moment-là l'intensité de son émerveillement devant pareille beauté. Il n'a pas les mots. Et à la recherche du temps perdu, vise à trouver ces mots. Donc vraiment, l'écriture pour Proust est la traduction donc d'une expérience, d'un rapport au monde, d'une expérience singulière. Et nous n'inventons pas ce que nous écrivons, nous le découvrons en nous. C'est une découverte à l'intérieur de nous. Donc on ne peut pas dire que le traducteur soit un traître, parce qu'avant cette traduction, il n'y a rien sinon un état extrêmement confus de sensations qui ne peut s'exprimer que par zut, 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 zut. Donc, seuls les mots que le travail de l'écrivain va devoir extirper de lui-même, seuls ces mots vont pouvoir traduire cette vision. Donc la traduction, elle est l'expression d'une vérité, elle n'est pas une trahison. Et vraiment, ce que nous dit, et c'est vraiment à ça que sert chez Proust l'expérience de la Madeleine. Je n'ai pas envie de faire un cours sur Proust maintenant, donc je me tais. C'est pas grave. Bah justement, par rapport à ça, la mémoire, justement, cette mémoire involontaire, je crois que ça vous est arrivé à vous vous vouliez écrire un roman ou un autre, et puis il y en a un autre qui a surgi de façon très involontaire, un peu comme la Madeleine de Proust, un peu comme quand Sebald marche dans Austerlitz, marche sur ces pavés disjoints, et que d'un seul coup il retrouve la mémoire que c'est là qu'il a habité. Je crois, Catherine, qu'il y a quelque chose là par rapport à la transmission par la mémoire. Alors la question de l'involontaire, elle est vraiment très très importante. Ouais. Et d'ailleurs, j'y pensais, alors je vais un peu sortir de Proust là, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, cette douce transmission maternelle qui passe par le lait et par rapport à la transmission volontaire qui passe par que tu appelles la transmission de sang. Et moi, en t'écoutant, je me disais, mais mon Dieu, ce qui va passer donc par moi involontairement, par le lait, j'espère qu'il y a un peu de douceur, mais je crains fort que ce soit quelque chose que je n'ai pas du tout choisi et que j'ai hérité de mon père, et qui sont ce que j'appelle les cris. J'ai eu un père qui criait, qui m'a transmis les cris, et je crois que, bien en dépit de moi, c'est cela que... C'est horrible, et que cela que j'ai transmis, tu vois. Donc pour moi, il y a quelque chose dans cette transmission involontaire. J'espère qu'il n'y a pas que ça. J'espère qu'il y a aussi autre chose, je le crois d'ailleurs. Mais elle me paraît, comme chez Proust, cette transmission involontaire, finalement beaucoup plus importante que la transmission volontaire.
On peut essayer d'apprendre à un enfant toutes sortes de choses, soit qu'il assimilera, soit qu'en fait il réagira contre, mais en réalité on lui aura déjà tout transmis par certainement les gènes, mais aussi par la façon dont dès la toute petite enfance, et peut sans doute dès la grossesse, on s'est comporté avec cet enfant. L'angoisse qu'on a eue, la panique, tout ça va passer bien plus. On peut répéter à un enfant... N'aie pas peur des animaux, ils sont très gentils. Et puis, je sais pas moi, une guêpe s'approche et fait ah! Vous lui transmettez beaucoup plus le cri que vous lui transmettez le discours. N'aie pas peur. Hein. La peur se transmet immédiatement. Voilà. Donc, chez Proust, c'est un peu quelque chose de cette nature-là. Et il se méfie beaucoup de ce qu'il appelle la mémoire volontaire. Et qu'est-ce que c'est la mémoire volontaire? C'est raconter votre vie, c'est raconter votre passé, c'est en faire un beau récit, c'est ouvrir votre téléphone et regarder toutes les photos d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, enfin quand c'était sur le téléphone, c'est ouvrir les albums photos, c'est regarder, ah oui, je me rappelle. Mais non, vous vous rappelez rien. Vous vous rappelez ce que vous voyez sur les photos. Mais c'est pas se rappeler. Et c'est très compliqué cette question de la vraie mémoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous parlez en fait des pavés disjoints, c'est chez Proust également. Hein, il marche, à la fin dans le temps retrouvé, il se rend à une fête chez les Guermantes, et puis son pied est sur un pavé comme ça, un pavé disjoint. Il éprouve une sensation qu'il a éprouvée autrefois à Venise, qui n'a aucune importance cette sensation. De même que quand il a goûté la madeleine, qui était autrefois une biscotte, c'est-à-dire dans sa première version, trempée dans la tisane, et qu'il a tout à coup eu cette sensation incroyable de la maison de sa tante et de son enfance. C'est pas du tout de la nostalgie, c'est pas du tout ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ce qui est involontaire, c'est quelque chose du passé auquel nous n'avions pas prêté attention, parce que ça n'avait aucune importance. Une cuillerée de tisane, un pavé disjoint, aucune importance, ça ne faisait pas partie de notre vie. C'est logé quelque part dans notre mémoire, à un niveau où l'intellect ne peut pas l'atteindre, parce que nous ne nous le sommes pas rappelé, c'est le corps qui se le rappelle. Le corps a une mémoire. Et cette mémoire du corps, qui ressurgit tout à coup, eh bien, elle ressuscite le passé, de façon très fugace. Hein. Ça dure 2 secondes. Tout à coup, oups, vous retrouvez l'être que vous avez été à 18 ans. Il est là. Ça dure 2 secondes. Mais pendant ces 2 secondes, vous avez à la fois l'être de vos 18 ans et le moment présent, puisque vous êtes dans une cour avec votre pied sur un pavé. Donc votre corps est là, la sensation du présent est là, et s'ajoute donc à ce passé qui avait disparu et qui a ressuscité. Et ce moment-là, nous dit Proust, nous place hors du temps. C'est un moment, et c'est une sorte d'épiphanie, c'est un moment extraordinaire, et l'art vise à aller traduire, et pas trahir, par les mots, ce moment très très fugace, cette épiphanie où nous avons été hors du temps et où nous avons eu à la fois le passé et le présent. Et l'art, nous dit encore Proust, ne peut servir qu'à exprimer notre vision très 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 singulière du monde. C'est notre corps à nous, c'est pas le corps de quelqu'un d'autre. C'est en nous, c'est notre vision du monde, notre impression, les impressions que nous avons reçues, que nous devons aller. Vous savez, impression, il faut le prendre dans son sens premier, son sens littéral. Quelque chose s'est imprimé en nous. Donc, au lieu d'aller chercher les expressions toutes faites, les expressions des autres, il faut arriver à lire ces impressions très très fugaces, très très difficiles à lire, qui sont en nous. Et en faisant cela, nous allons traduire notre vision singulière, et c'est grâce à l'art donc que nous avons accès à la vision singulière du monde qu'à l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que l'art et la littérature sont le vrai lieu de la transmission. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, comme le montre très bien Merleau-Ponty dans un très beau texte, Le doute de Cézanne, il montre qu'un tableau, c'est effectivement une image, c'est un geste du peintre, mais c'est aussi le regard du spectateur. C'est-à-dire que le spectateur est partie prenante, en fait, du tableau. Et j'imagine est-ce que pour vous, le lecteur, dans l'écriture, est partie prenante de l'écriture? C'est exactement ce que disait Muriel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous atteignez, où vous êtes, enfin, c'est ma vision de la littérature, mais où vous êtes totalement honnête, où vous êtes uniquement dans la quête de ces impressions, qu'elles ne sont dénaturées par rien, qui soit dans l'air du temps, qui soit dans la moralité du temps, qui soit dans... Vous êtes uniquement à l'écoute
je sais pas, de quelque chose en vous. Vous atteignez donc cette singularité qui devient partageable. Et quelqu'un d'autre, lisant votre texte, dit « mais c'est moi ça !» et se retrouve. Et c'est exactement ce que dit Proust à propos de son œuvre. Il dit « il ne cherche à créer finalement qu'un miroir où chacun va le lire en disant « mais c'est moi, c'est moi ». Et grâce à son œuvre, on devient le lecteur de soi-même. Et évidemment, si j'ai écrit, moi, mon Proust, c'est pour cette raison-là. C'est parce que Proust m'a permis d'être lectrice de moi-même. Alors, pas toujours en positif, hein, parce que vous parliez tout à l'heure de cette... de la judéité, de l'homosexualité. Alors, c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, j'étais un peu embêtée parce que apparu le livre de Laure Murat, roman familial. J'avais déjà écrit une première version du mien. Et c'est un peu dans le même esprit, je dirais, c'est-à-dire une critique extrêmement personnelle de Proust. Mais elle avait tous les titres, entre guillemets, pour écrire le livre. D'abord parce qu'elle avait les titres. Elle avait grandi dans un roman de Proust. Hein, les personnages de sa famille sont dans les romans de Proust. Elle a cru en grandissant que les Guermantes étaient ses cousins. Et ensuite, la lecture de Proust lui a permis de quitter ce milieu et de se rendre compte que ce milieu était un milieu complètement vide, un milieu de signifiant sans signifier. Et en plus, étant homosexuelle, la lecture de Proust lui a également permis d'assumer son homosexualité. Alors que, évidemment, moi... j'ai pas les titres, je suis pas aristocrate, et en plus, je suis hétérosexuelle. Enfin, vraiment, j'étais à écrire ce livre, je me suis dit, mais de quel droit est-ce que j'écris ce livre? Ce qui n'était pas évident. Mais c'est sûr que Proust me parle aussi, et me parle particulièrement, là où je me suis le plus retrouvée, c'est dans le personnage de Bloch. Personnage de Bloch, c'est ce camarade du narrateur, qui est très mal élevé, très gaffeur. Vraiment, il ne comprend rien aux règles du monde. Il est vraiment... le narrateur se moque beaucoup de lui. Et il se trouve, comme vous vous en doutez, que Bloch est juif. Moi aussi, d'ailleurs. Proust aussi, d'ailleurs. Et évidemment, je me suis interrogée franchement, je me suis interrogée sur l'antisémitisme dans À la recherche du temps perdu. Alors bon, je ne vais pas développer le sujet. Mais ce qui m'intéresse vraiment chez Proust, c'est justement cette vérité qu'il met en scène, cette capacité qu'il a de débusquer dans l'être humain ses tendances les moins avouables et d'aller les dire et de se mettre en scène lui-même. Et il met vraiment en scène dans la recherche l'antisémitisme de son temps. Et son narrateur, lui, a beau être Dreyfusard, Proust l'était, son narrateur ne l'est pas, on ne sait pas quelles sont les opinions du narrateur. Ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit. Voilà. Et je rapproche évidemment, enfin je ne dis pas du tout que Proust est antisémite, parce qu'il y a un raisonnement, j'ai un Proust très hegelien, comme ça, thèse, antithèse, synthèse. C'est en rapprochant, c'est quand Proust rapproche la judéité de l'homosexualité, voilà, qu'on retrouve, on retombe sur ce que vous disiez, c'est-à-dire vraiment la persécution qui donne les traits d'une race, quoi, voilà. Et ce que je trouve chez lui, c'est une très 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 grande leçon de tolérance, la plus grande leçon de tolérance qui soit.